Mesdames et messieurs les élus, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très touché de l'honneur que vous me faites en me demandant d'intervenir en ouverture de votre colloque. C'est spécialement vrai, même si c'est un peu périlleux pour moi, d'avoir à le faire après Jean-François Clairvoy, dont la carrière internationale l'a mené bien plus haut que moi. Si nous avons fréquenté la même école, nos trajectoires, j'allais écrire nos orbites, n'ont pas été les mêmes. En fait, pour une institution d'enseignement supérieur, c'est une richesse que la formation qu'elle donne, même à des fonctions et à des histoires différentes. Pour cette conférence, j'aimerais partir du titre que vous avez choisi pour célébrer les 25 ans du Studium. Comprendre, préserver et améliorer le monde autour de nous. Un très beau titre qui reflète une ambition remarquable. Comprendre le monde autour de nous a toujours été une aspiration de nous autres humains et peut-être une de nos singularités. La préoccupation de le préserver est venue plus récemment. Celle de l'améliorer est une puissante motivation pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la recherche. Je voudrais pourtant essayer de vous faire partager mon point de vue selon lequel le plus important de ces trois mots est tout de même le premier, à savoir comprendre. En effet, comprendre est à la fois un moteur très puissant pour développer la recherche et la science, mais aussi la condition pour agir sur le monde en pleine connaissance de cause, que ce soit pour le préserver ou pour l'améliorer. J'y reviendrai bien sûr. Les progrès décisifs dans la connaissance, donc dans la compréhension du monde, ont souvent été le fait d'esprits suffisamment créatifs pour prendre la distance nécessaire avec la perception la plus immédiate et proposer une vision radicalement différente d'un phénomène qui peut être simple, voire très simple, ou complexe, voire très complexe. Dans les cultures les plus diverses, à cause du conservatisme ambiant, la formulation de visions nouvelles a souvent provoqué des controverses, quelquefois parce qu'elle forçait à faire des révisions déchirantes des conceptions dominantes. Dans ce contexte, il est fondamental de reconnaître à quel point la recherche est une aventure internationale, car la science, source de savoir solide, est un bien commun de l'humanité. Toute tentative d'en faire l'apanage d'un seul ou de quelques pays aboutit invariablement à son affaiblissement, sans parler d'impasses qui peuvent se révéler particulièrement dommageables. Malheureusement, les exemples de ce phénomène abondent. Pour illustrer ce propos de façon utile, je vous propose d'abord de prendre quelques exemples significatifs dans des domaines différents de la connaissance et dans des cultures différentes. Cela permettra aussi de constater qu'il convient de laisser du temps au temps. Aujourd'hui, cette approche patiente peut apparaître comme un luxe, car nous sommes confrontés à certaines situations qui demandent des actions urgentes, mais pourtant ce n'en est pas un. Refuser de le reconnaître peut se payer très cher. Dans un deuxième temps, à la lumière de mon expérience professionnelle, je voudrais aborder la question de la pertinence de s'engager aujourd'hui dans l'aventure que constitue inévitablement une carrière de recherche. Je dois reconnaître qu'il y a une cinquantaine d'années, donc dans un monde bien différent, la situation qui a été faite à ma génération a été, je le pense, plus favorable pour oser s'engager dans cette direction. Des questions cruciales pour développer sa recherche, plutôt devrais-je dire mieux développer sa recherche, se posaient pourtant. Le monde était bien moins globalisé et l'accès à des informations ou à des contacts hors de votre environnement plus difficile. J'ai donc dû apprendre la valeur de la dimension internationale dans mon activité de recherche et pour cela, je dois remercier Marcel Berger, mon directeur de thèse, qui par son réseau international m'a offert la possibilité d'accéder aux meilleurs spécialistes de mon sujet. J'ai donc pu constater très directement la valeur essentielle des échanges internationaux et des séjours de longue durée dans diverses institutions. Enfin, pour conclure cette introduction, je voudrais revisiter le côté aventure du point de vue des individus et des institutions, là encore en prenant un point de vue international. Je commence donc par quelques exemples d'aventure pour comprendre. Le processus par lequel la connaissance des phénomènes naturels a été construite pendant des siècles et dans des cultures différentes requiert le plus souvent beaucoup d'étapes et des vérifications successives tenant compte du développement de nouveaux instruments,
et de la disponibilité d'informations nouvelles. À chaque moment, une des étapes dont l'importance est souvent sous-estimée est l'élaboration de concepts qui, en général, nécessitent plusieurs tentatives avant d'être bien établis et largement acceptés. Les concepts fournissent un cadre pour penser, et sans ce cadre, comprendre est simplement impossible. Par ailleurs, les concepts naissent rarement en dehors d'une conception globale du monde. Ils font donc partie de la culture dans laquelle vivent les personnes qui les proposent. Reconnaître la richesse des approches différentes, tout en créant les outils appropriés pour les rendre compatibles et compréhensibles dans d'autres cultures, est un des défis auxquels l'humanité a fait face et continue de faire face. Pour rendre plus accessible cette discussion fondamentalement philosophique, je propose d'explorer 2 exemples de ce processus, en prenant soin de mettre en évidence les références méthodologiques quand c'est nécessaire. Les 2 exemples que j'ai choisis appartiennent à des domaines bien différents. Il s'agit, pour le premier exemple, de la mesure de la circonférence du cercle et du nombre pi. Je suis un mathématicien. Et le deuxième est les ciseaux moléculaires de CRISPR-Cas9. Ils sont en relation avec des parties différentes de la science et leur histoire, ainsi que leur impact dans la société, ont suivi des chemins particuliers pour finalement être adoptés universellement. Mettre en évidence la variété des cadres de développement de la connaissance est aussi un des objectifs de cet exposé. Pour que le processus se développe, il est indispensable de reconnaître la variété des contributions de différents acteurs, souvent en relation avec le fait qu'ils sont dans diverses positions et situations. J'aurais bien entendu pu prendre d'autres exemples, comme le développement sur une trentaine d'années des connaissances sur l'ARN messager, qui a abouti à rendre possible l'exploit de produire en un temps record des vaccins efficaces pour lutter contre la pandémie qui a affecté le monde ces 2 dernières années. En route, nous allons aussi voir comment des connaissances construites dans un domaine se révèlent pertinentes dans un autre domaine d'une façon le plus souvent tout à fait inattendue. Nous verrons aussi comment de nouvelles connaissances peuvent venir de la disponibilité de nouveaux outils techniques, montrant le lien entre les aspects abstraits et concrets. Je commence donc par la mesure de la circonférence du cercle et le nombre pi. La question d'évaluer le périmètre d'un cercle a été considérée par plusieurs cultures au cours de l'histoire. Le cercle est en effet une forme naturelle qui présente plusieurs caractéristiques intéressantes du point de vue pratique. Par exemple, du point de vue matériel, une pierre qui a la forme d'un cylindre à base circulaire, ou presque circulaire, est un des objets les plus faciles à déplacer, car il suffit de le pousser et il roule. À ce propos, la première question qui se pose est de savoir ce que veut dire mesurer. On peut dire que cela se ramène à comparer diverses longueurs, mais dans le cas du cercle, la question n'est pas si simple. En effet, comment peut-on comparer la longueur d'un objet intrinsèquement courbé à celle d'objets rectilignes? Une solution peut être de faire rouler le cercle sur une surface plane et de mesurer quand un point marqué sur le cercle revient en contact avec la surface après avoir fait un tour. Très tôt dans l'histoire, il a été noté que la valeur trouvée pour le rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre était un peu plus grand que 3. Un nombre entier comme 3 est accepté depuis longtemps dans les sociétés humaines. Il suffit en effet de répéter l'usage d'une unité. Pour en dire plus, on a besoin d'une notion de nombre plus sophistiquée que les nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5. Une tablette babylonienne produite il y a plus de 3500 ans propose 25 huitièmes, 3,125 en notation décimale, comme estimation du rapport entre le périmètre d'un cercle et le diamètre. Les Babyloniens utilisaient un système à base 60, et dans leur écriture, cette valeur était obtenue en prenant 2 termes après la valeur entière. Le fameux papyrus Rin, trouvé à Luxor au milieu du XIXe siècle, contient pour pi la valeur 256/81. 3,1604 en notation décimale. Les Égyptiens semblaient savoir que le rapport entre le périmètre et le diamètre, le double du rayon, et celui entre la surface et le carré du rayon font intervenir le même nombre pi. Vient alors la question naturelle. Quelle est la nature mathématique du nombre pi? Cette question apparaît explicitement en Grèce, il y a 2500 ans, avec un raffinement dû à Euclide, 2 siècles plus tard,
qui demande « Est-il possible de faire la quadrature du cercle ?» Cela signifie construire un carré ayant la même surface qu'un cercle donné en utilisant seulement une règle et un compas. Beaucoup de solutions ont été proposées, toutes fausses, jusqu'à ce qu'en 1882, le mathématicien allemand Ferdinand von Lindemann prouve que pi n'est pas un nombre algébrique, c'est-à-dire solution d'une équation polynomiale à coefficient entier, a fortiori pas un nombre constructible à partir de l'unité par la règle et le compas, car une telle construction conduit nécessairement à des nombres algébriques spéciaux. Ce résultat remarquable est la conséquence de ce qu'il a été possible de faire apparaître pi dans beaucoup d'autres situations mathématiques que la géométrie élémentaire. Cela inclut la question de la répartition des nombres premiers, un sujet qui ne semble pas avoir le moindre rapport avec mesurer le périmètre du cercle. Il est important de noter que le mathématicien suisse Johann Lambert avait prouvé en 1761 que pi est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être écrit comme une fraction. Je ne vais pas aller plus loin dans cette direction des propriétés mathématiques de pi. Je souhaite plutôt rappeler les progrès incroyables qui ont été faits au cours des siècles pour disposer d'une valeur plus précise de pi. Ces améliorations ont été obtenues en utilisant des approximations de plus en plus précises. L'idée est simple, à savoir remplacer le cercle par des polygones réguliers, soit inscrits dans le cercle pour trouver des valeurs inférieures, soit tangents au cercle pour trouver des valeurs supérieures, ayant de plus en plus de côtés. Bien entendu, faire ces calculs demande beaucoup de travail et une connaissance approfondie des triangles élémentaires qui forment les polygones. Dans ce contexte, il est opportun de mentionner la contribution d'Archimède, qui, dans son article sur la mesure du cercle, plus de 200 ans avant notre ère, prouve rigoureusement que pi est bien le nombre qui apparaît et pour évaluer le périmètre d'un cercle et pour évaluer sa surface. Il a aussi établi une estimation intéressante pour pi, à savoir que sa valeur est entre 223 sur 71, 3,1408 en notation décimale, et 22 septièmes, 3,1429 en notation décimale, ce qui consolide la valeur approximative 3,14 qui est aujourd'hui enseignée dans toutes les écoles dans le monde entier. C'est pourquoi le 14 mars est appelé le jour pi, 3,14. D'autres contributions ont été apportées par les astronomes et mathématiciens Aryabhata en Inde et Zhu Chongqi en Chine, qui ont donné, il y a environ 1500 ans, la valeur remarquable 355 sur 113, 3,14, 15, 92, 92, donnant 6 chiffres corrects après la virgule. J'ai donné 8 décimales pour faire apparaître le motif périodique de cette fraction, une propriété du développement décimal de tout nombre rationnel. En 1429, une autre performance fantastique est due au mathématicien persan Al-Kashi, qui a donné 14 décimales correctes. Des connaissances sur pi sont venues du monde occidental il y a seulement 400 ans, avec des contributions de Nicolas Viette. Il a proposé la première formule exacte pour pi comme limite d'une suite de fractions contenant des radicaux itérés n'impliquant que racine de 2. Il semble cependant que la première formule donnant pi comme somme d'une série, donc il suffit de rajouter des termes pour trouver une information plus précise, ait été inspirée par l'analyse, cette partie des mathématiques qui s'intéresse aux limites et aux séries et pas par la géométrie. Elle est venue d'astronomes et de mathématiciens indiens, il y a un peu plus de 700 ans. D'abord, Madhava de Sangamagrana a donné une formule pour pi comme limite d'une suite infinie, et il y a 500 ans, Kelalur Nilakanta Somai a obtenu une formule contenant seulement des nombres rationnels explicites, convergeant beaucoup plus vite que les formules précédentes. Pour trouver n décimales correctes pour pi, il suffit de regarder le 2n terme de la série. C'est en 1705 que 100 décimales de pi correctes ont été obtenues pour pi par le mathématicien anglais John Machin. Peu après, le mathématicien gallois William Jones a commencé à utiliser le symbole pi pour désigner ce nombre. Je ne peux pas clore cette section sans mentionner la formule remarquable pour le carré de pi, pi au carré, pi multiplié par lui-même, obtenue par le mathématicien suisse Leonhard Euler. Pi au carré
donc le produit de pi par lui-même, est exactement égal à 6 fois la somme des inverses des carrés des entiers. Donc 1 plus un quart, plus un neuvième, plus un 16e, plus un 25e, etc. Faisant ressurgir la question un peu obsédante, comment ce résultat est-il relié au périmètre du cercle? Cette odyssée à propos de pi montre comment, à travers les siècles, le concept de nombre s'est enrichi par des contributions venant de beaucoup de pays différents, et aussi combien la puissance des mathématiciens a cru, permettant de pénétrer en profondeur la structure des nombres, et notamment de certains nombres revêtant une importance particulière, comme pi. Bien sûr, en ces temps de calculateurs superpuissants, la course pour des décimales de pi a changé de dimension. Aujourd'hui, des milliards de décimales de pi sont disponibles. Il y a encore un aspect que je voudrais aborder en relation avec pi. La Bible contient un épisode où la valeur donnée pour pi est 3. En réalité, peu d'attention est accordée à ce nombre. En 1897, un événement étrange s'est produit à l'Assemblée de l'État d'Indiana aux États-Unis. Un député a introduit un projet de loi pour offrir une nouvelle vérité mathématique, a new mathematical truth, qui pourrait ainsi être utilisée librement dans l'État. En réalité, il s'agissait d'une tentative, forcément erronée, de réaliser la quadrature du cercle. Après que le projet de loi a été voté à l'unanimité par l'Assemblée, il a été bloqué le jour même au niveau du Sénat de l'État d'Indiana, grâce à la présence ce jour-là d'un professeur de l'université Purdue qui a immédiatement repéré qu'un tel texte de loi était inacceptable. Ceci montre la nécessité de s'assurer que la poursuite de la vérité par les scientifiques n'est pas altérée par des tentatives politiques pour établir un autre type de vérité, celle qui est votée par une loi. Dans une forme de compensation, en 2009, la Chambre des représentants américaine a passé une loi qui soutient le fait que, je cite la traduction française, un jour pi soit introduit et célébré de par le monde, et aussi que les écoles, les enseignants et enseignantes soient encouragés à organiser ce jour-là des activités autour de pi avec l'espoir de stimuler l'étude des mathématiques. J'en ai fini avec pi, excusez-moi de mon discours de mathématicien. J'en arrive donc maintenant à l'aventure CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, qui, elle, ne s'étend pas sur des millénaires comme la précédente, mais seulement sur quelques décennies. Le cadre est celui de la révolution qu'a connue en 1953 la biologie, avec la compréhension de la structure en double hélice de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, mise en avant par Francis Crick et James Dewey Watson, s'appuyant sur les clichés obtenus par Rosalind Franklin. L'avènement de la biologie moléculaire. L'ADN de toutes les espèces vivantes, végétales ou animales, est une longue, en fait plus ou moins longue, séquence de 4 nucléotides, A, C, G et T, pour adénine, cytosine, guanine et thymine, qui contient l'histoire d'évolution ayant conduit à cette espèce. Sorte de couronnement de l'édifice, le séquençage du génome humain, lancé comme programme international en 1988, a été obtenu en 2003, grâce à un effort d'une envergure inédite. Mais ce n'est pas la fin d'une fantastique aventure de recherche, car l'histoire ne s'arrête pas du tout là. Grâce à des progrès technologiques d'une rapidité fulgurante, notamment l'augmentation des capacités de calcul, mais pas seulement, en quelques années, le coût du séquençage, qui se comptait initialement en milliards de dollars ou d'euros, a pu être réduit de façon drastique. Il a aussi été rendu disponible de façon très décentralisée, comme on a pu le constater au moment de la pandémie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, y compris dans une forme fine permettant l'analyse des variants du virus un peu partout dans le monde. La révolution ne concerne pas seulement la compréhension de la structure et du rôle de l'ADN, mais aussi comment les protéines qui permettent le fonctionnement des cellules sont fabriquées. Cela est notamment le rôle de l'ARN, acide ribonucléique, déduit de l'ADN. Il est lui aussi formé de 4 nucléotides, A, C, G et U, la thymine, qui était le T dans l'ADN, étant remplacée par l'uracile. Le point de départ de notre histoire de ciseaux moléculaires est la découverte par un groupe de chercheurs japonais en 1987 de la répétition de structures de l'ADN dans la bactérie Escherichia coli.
Ils ne sont pas parvenus à comprendre le phénomène. Et dans les années 90, d'autres chercheurs et chercheuses se sont attelés à la tâche de caractériser ces structures. On peut y citer notamment Francisco Mojica, chercheur de l'université d'Alicante. Sa première publication sur ce sujet date de 1993. Les travaux sur ces structures curieuses ont continué en liaison avec l'étude de divers microbes. C'est à Ruud Janssen de l'université d'Utrecht qu'on doit en 2002 la terminologie CRISPR pour Clustered, Regularly Interspaced, Short Palindromic Repeats. Des gènes spécifiquement associés à CRISPR ont été identifiés. Un tournant a été la reconnaissance que ces structures étaient identiques à des séquences d'ADN que l'on retrouve dans des virus qui attaquent les microbes. De plus, certaines protéines utilisées, dont Cas9, K9, transcrivaient l'ARN associé à CRISPR pour viser certains points de l'ADN de ces virus et l'ouvrir à cet endroit. Ce processus constitue un système immunitaire adaptatif des bactéries qui les protège contre des infections spécifiques. C'est en 2012 qu'Emmanuelle Charpentier, alors chercheuse à l'université d'Umeå, en Suède, et Jennifer Doudna, professeure à l'université de Berkeley, publient dans Science un article où elle montre comment, lors d'une deuxième infection d'une bactérie par un virus, grâce à un accès à la copie de l'information génétique virale stockée dans les séquences CRISPR, la protéine Cas9, K9, va découper l'ADN viral et ainsi le rendre inopérant. Elles mettent en évidence que les deux composantes de l'ARN associées à CRISPR peuvent être incorporées dans un ARN guide qui amène la nucléase K9 à une cible ADN spécifique, rendant l'action plus simple. En 2013, Zhang Feng, au MIT, a été le premier à parvenir à faire avec succès la modification ciblée de l'ADN dans un système de mammifères en utilisant CRISPR-Cas9. La capacité de modifier des génomes de mammifères existait depuis la fin des années 80, en enlevant le knotting out ou en ajoutant le knocking in des mutations spécifiques dans des modèles animaux. Cette approche continue d'être utilisée pour comprendre la fonction des gènes dans les mammifères, mais elle est lente à mettre en œuvre et coûteuse. D'autres techniques ont vu le jour à partir de 2000. Les avantages de la technologie s'appuyant sur CRISPR sont considérables à cause de son efficacité, de la possibilité d'introduire plusieurs mutations en même temps et de la facilité pour choisir les cibles. Il est intéressant de noter ici que CRISPR provient d'un autre domaine de recherche, à savoir la microbiologie, qui a vraiment débuté à la fin des années 80. La compréhension du mode d'action de ces ciseaux moléculaires à l'œuvre au niveau des bactéries a ouvert la voie à une approche entièrement nouvelle de l'édition du génome. Elle permet en effet de retirer ou d'ajouter de l'ADN à des endroits précis. La vitesse avec laquelle cette technologie s'est propagée dans de nombreux laboratoires à l'échelle du monde entier est simplement fulgurante. Pour cette découverte et leurs travaux ultérieurs, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna ont reçu le prix Nobel de chimie 2020. Interrogée sur ce qui l'a amené à s'intéresser à cette question, Jennifer Doudna a dit qu'elle trouvait la chimie à la base de ce processus cool, soulignant que la curiosité avait été sa principale motivation quand elle s'est intéressée à ce processus qu'elle voulait comprendre. Cette technique d'édition contribuera à la mise au point de nouveaux traitements pour un large éventail de maladies humaines et de troubles génétiques, mais soulève aussi des problèmes éthiques qui méritent d'être évoqués. Pour cela, je vais citer Hervé Schneeweiss, président du comité éthique de l'INSERM et membre du comité que l'Organisation mondiale de la santé a mis en place pour suivre ces questions. Je cite donc Hervé. Sur des cellules du muscle, de la peau ou même du cerveau, le recours à CRISPR doit répondre aux enjeux éthiques de la modification du génome humain. En parenthèse, pertinence médicale, respect des donneurs de matériel biologique, consentement, sécurité.
Si la modification cible des cellules embryonnaires ou des gamètes, ovocytes ou spermatozoïdes, elle peut être transmise à la descendance. Héritable, elle soulève alors des questions additionnelles. En l'état actuel de la science, il est irresponsable de modifier le génome d'un individu de manière héritable. L'institution onisienne propose aussi d'accompagner les institutions et les gouvernements dans l'élaboration de leurs régulations sur l'utilisation des technologies d'édition du génome humain. Enfin, ce processus doit se faire en dialoguant avec le public. Il est en effet crucial d'améliorer la compréhension des populations sur les enjeux de l'édition des génomes afin de favoriser un débat inclusif et apaisé. Fin de citation de Hervé Schneeweiss. Donc j'arrive maintenant à la deuxième partie de mon exposé où je souhaite discuter l'impact de l'aventure internationale en recherche sur les carrières personnelles, en particulier dans le contexte de la carrière des jeunes chercheurs. Je commence par un bref aperçu de mon expérience personnelle. J'espère que vous me pardonnerez ce passage un peu égocentré. J'ai eu la chance d'être recruté très jeune au CNRS. Je pouvais donc me concentrer sur ma recherche et pas sur la quête de mon prochain emploi. Je suis tout à fait conscient que la possibilité d'avoir un emploi assez stable dans la recherche, tôt dans la carrière, n'existe plus vraiment de la même façon aujourd'hui, même si, de ce point de vue, la France n'offre pas les conditions les pires. Je voudrais mettre en évidence l'avantage que l'on peut tirer à titre individuel d'une mobilité internationale suffisamment tôt dans la carrière. C'est ce qui m'est arrivé de façon inattendue en 1972, quand j'avais 25 ans. En juin de cette année, je me suis vu offrir la possibilité de prendre en septembre, quelques mois après, un poste d'assistant professeur dans un département américain dont le directeur cherchait à attirer beaucoup de jeunes spécialistes de mon sujet. Mon épouse et moi avons décidé très rapidement si nous saisissions cette offre ou non. D'un point de vue scientifique, l'environnement était a priori optimal. Et cette chance en a vraiment été une, car j'ai pu créer des liens forts avec des personnes qui, ultérieurement, sont devenues les références dans mon sujet. Un lauréat de la médaille Fields et un du prix Shaw. Même une expérience que j'ai vécue pendant ce séjour, sur le moment comme un échec, à savoir un séminaire entre mathématiciens, physiciens, théoriciens pour discuter des théories de jauge, qui étaient dans un état émergent à ce moment-là, qui était une initiative du prix Nobel Yang Chen-Ling, qui s'est arrêté après quelques séances, parce que nous n'avons rien à nous dire, s'est révélé être le point de départ d'une grande aventure scientifique pour moi, et probablement l'origine de mon meilleur article de recherche. Je n'ai pas accepté de rester dans ce poste, ce qui était une déception pour mon hôte, mais mon épouse et moi avons eu le sentiment que l'American Way of Life n'était pas ce que nous souhaitions pour notre vie et celle de nos enfants. Après avoir traversé le pays en voiture, une expérience qui nous a permis de mesurer le contraste entre l'uniformité américaine et l'extraordinaire diversité européenne, nous avons passé l'été à Stanford. Là, un autre événement s'est produit qui peut sembler mineur, mais qui a eu ultérieurement un impact considérable sur ma carrière. Il s'agit d'une invitation à déjeuner d'un des meilleurs mathématiciens chinois, alors professeur à Berkeley. J'ai été surpris qu'il puisse s'intéresser à savoir ce que je faisais. J'ai découvert plus tard qu'il faisait cela avec bien d'autres jeunes mathématiciens. Cette invitation a changé la perception que j'avais de la valeur de mon travail. À ce moment-là, mon domaine n'était pas bien considéré en France. Je suis donc revenu en France avec un point de vue plus affirmé sur la valeur de mon travail et de celui de mes proches collaborateurs. Cela a aussi été le point de départ de nombreuses visites en Chine, car j'ai développé une relation particulière avec ce mathématicien chinois. Une mobilité internationale permet justement de prendre de la distance vis-à-vis de son environnement habituel de travail. Pour moi, ce fut pour en avoir une appréciation plus positive. Cela peut bien sûr aller dans le sens contraire. Tout au long de ma carrière, j'ai continué à avoir des expériences positives lors de séjours de longue durée dans divers pays du monde, ayant tous l'effet de me permettre de nouer ou de renforcer des relations de travail ou de découvrir d'autres façons de travailler. Parmi les leçons que je peux tirer de mon expérience personnelle, il y en a 3 que je souhaite mettre en avant pour conclure sur ce point. La première, toujours saisir les occasions d'explorer de nouveaux territoires qui se présentent, surtout si elles viennent de l'étranger. La deuxième, prendre le temps de se forger une opinion personnelle quand son avenir est en jeu. Et la troisième,
donner de la valeur aux relations de longue durée, ce qui signifie attacher de l'importance aux personnes avec qui on interagit. Je voudrais maintenant passer à la situation faite actuellement aux jeunes scientifiques qui envisagent de s'engager dans la recherche. Je pense qu'il est urgent de réenchanter l'aventure de la recherche, notamment dans sa dimension internationale. Les métiers de la recherche sont des métiers de passion et de persévérance qui sont cependant affectés par l'environnement dans lequel on les exerce. Aujourd'hui, nous savons tous l'impact profond que la pandémie a eu et continue d'avoir sur la façon dont de nombreux secteurs de la société fonctionnent depuis plus de 2 ans maintenant. L'enseignement supérieur et la recherche ne font bien entendu pas exception. La pandémie, avec la prise de distance entre personnes qu'elle a imposée pendant pas mal de mois, a obligé de changer beaucoup de nos pratiques professionnelles. Cependant, on ne doit pas oublier qu'il y a des disparités considérables entre disciplines, celles exigeant un travail expérimental ou de terrain étant notoirement plus affectées. Dans de nombreux cas, la pandémie a provoqué des disruptions dans le travail de recherche. La catégorie qui a été la plus affectée est celle des jeunes chercheurs et chercheuses, parce que c'est le moment où développer des relations hors de son laboratoire est le plus important. Et le faire par écran interposé ne permet pas en réalité d'établir une relation avec la même profondeur qu'une rencontre face à face. Ils et elles sont aussi ceux qui ont le plus souvent des familles dont ils doivent s'occuper. Je pense notamment aux jeunes mères, avec les contraintes que la situation a créées. Là encore, la situation en France n'a pas été la pire, puisque les écoles sont restées ouvertes plus longtemps que dans beaucoup d'autres pays. Si on se concentre sur la dimension internationale, qui est le sujet central de mon exposé, on doit reconnaître que grâce à Internet et à la généralisation d'événements hybrides, il a été possible de suivre des séminaires auxquels l'accès n'était pas possible avant la crise. Cependant, les échanges personnels, notamment avec des personnes que l'on rencontre pour la première fois, ont été gravement affectés. J'ai suffisamment souligné la valeur qu'il convient d'attribuer à la découverte d'autres façons de faire de la recherche pour ne pas avoir à insister sur la perte que la période que nous venons de traverser peut représenter pour la jeune génération. Il est donc indispensable de créer les conditions pour que les jeunes chercheuses et chercheurs puissent prendre une décision quant à leur avenir dans la recherche, dans un climat plus confiant que celui qui s'est développé ces dernières années, et notamment de s'impliquer dans sa dimension internationale. D'un côté, les dernières 20 années ont vu une transformation radicale de l'accès à l'information, au point que nous soyons quelquefois submergés par le déluge. L'impact sur l'accès aux articles de recherche de ces nouveaux outils est très positif, puisque très souvent, il n'est plus nécessaire d'être dans un endroit spécial pour accéder à l'information. Cela ne s'applique pas, bien entendu, pour des archives très spécifiques qui ne sont pas digitalisées, dois-je dire encore digitalisées. Je ne vais pas évoquer ici le danger majeur que représente le développement massif de la désinformation, dont l'essentiel provient de tentatives de manipuler l'information, mais il convient de garder cette menace à l'esprit. D'un autre côté, le contexte est celui d'un monde qui change de plus en plus vite, avec, sur le plan de la recherche, des acteurs nouveaux qui progressent rapidement. La compétition internationale pour attirer les cerveaux est devenue très intense. L'Asie, par exemple, avance à une vitesse remarquable grâce à des investissements considérables et dans la durée en matière d'éducation et de recherche, comme le fait avec constance, par exemple, la République de Corée. La Chine a augmenté de façon spectaculaire la quantité et la qualité de sa production scientifique et est maintenant leader mondial dans un certain nombre de domaines. Il est indispensable que la jeune génération de chercheurs et de chercheuses s'investisse dans des relations avec tous les acteurs et notamment les nouveaux acteurs. La précarité des débuts de carrière est devenue une forte dissuasion pour se décider à plonger dans le monde de la recherche. Ceci en plus à un moment où nombre d'entreprises souhaitent recruter éventuellement au niveau master de jeunes collaborateurs et collaboratrices. C'est pour discuter de cette question que s'est tenue à Bruxelles le 13 juin dernier la conférence dont Stéphane a évoqué, la 4e conférence GAGO pour la politique scientifique européenne, avec l'implication de nombre de représentants et représentantes d'organisations de jeunes chercheuses et chercheurs. Il a été organisé par l'agence portugaise Ciência Viva, Initiative for Science in Europe, une organisation qui regroupe nombre d'acteurs scientifiques au niveau européen, et le CNRS. Manuel Heitor, ministre en charge de la recherche et de la science au Portugal jusqu'à la fin janvier, en a été l'inspirateur
Et je l'en suis très reconnaissant, car cela faisait plus d'1 an que je galérais pour que ces questions soient discutées. Il a aussi suggéré que la conférence soit prolongée par la publication d'un manifeste qui est en cours de finalisation. Vous pouvez contribuer en envoyant vos commentaires et suggestions sur le site de Ciência Viva, juste pour que vous trouviez le site facilement. Ciência en portugais commence par un C, C-I-E-N-C-I-A, pas de S. L'objectif est de mettre cette question des débuts de carrière dans la recherche parmi les sujets sur lesquels, au niveau européen, des initiatives concrètes doivent être prises de façon urgente, à commencer par un recensement précis de l'état d'esprit des jeunes docteurs, hommes et femmes, et postdoctorants et postdoctorantes. Les informations à ce sujet sont pour le moment lacunaires. À cela s'ajoute une autre raison qui m'inquiète, à savoir la tendance actuelle de définir de façon restrictive la coopération internationale en matière scientifique, car cela peut créer un obstacle supplémentaire à franchir pour la prochaine génération. On ne doit pas confondre la coopération scientifique avec la coopération en matière économique ou militaire. La coopération que la communauté scientifique pratique est parfaitement compatible avec la compétition, comme les chercheurs et les chercheuses le vivent dans leur laboratoire. On doit en effet se souvenir que la coopération scientifique ne se règle pas comme s'il s'agissait d'un robinet que l'on ouvre ou que l'on ferme. Pour bien échanger, les personnes doivent être bienvenues. Et la position de départ ne peut pas être la suspicion, mais doit être la confiance. Ces relations se construisent dans la durée, quelquefois sur des dizaines d'années. Ceux qui peuvent être le plus affectés par ce climat sont ceux et celles qui ont de nouveaux contacts à établir, c'est-à-dire à nouveau la jeune génération. Je suis conscient que la situation géopolitique exige qu'une attention plus soutenue soit accordée aux questions de sécurité ou de souveraineté. Cependant, quand on parle de coopération scientifique, on ne parle pas seulement d'un chapitre de relations entre puissances. Les scientifiques doivent garder le contrôle des relations qui les concernent. Tout simplement parce qu'un monde ayant gardé une certaine ouverture est indispensable pour qu'une science de qualité puisse se développer. Cela exige de garder ouverts les canaux d'échange. J'en arrive à une sorte de conclusion. Nous vivons dans des temps troublés, mais nous ne pouvons pas laisser le tissu de la science, qui est international par nature, être déchiré par les tensions politiques. Cela peut exiger quelquefois de faire une distinction entre les institutions et les personnes qui en ont la charge et les scientifiques. Il demeure essentiel pourtant que les scientifiques de tous les pays continuent d'échanger. Jusque-là, je n'ai pas évoqué le rôle d'institutions internationales dans la recherche. Dans le cadre du sujet que j'ai choisi de traiter, je dois le faire car ce rôle est évidemment majeur. Je vais donc terminer mon exposé par une revue sélective de ces institutions. L'exposé de Jean-François Clairvoy a mis en lumière un exemple de construction internationale, l'ISS, qui a fonctionné de façon satisfaisante dans la durée, même si la nouvelle situation géopolitique peut poser des problèmes considérables pour qu'elle continue. Plusieurs institutions internationales dédiées à la recherche ou à sa promotion ont rempli leur mission de façon spectaculaire, ce qui leur vaut une réputation bien établie. Beaucoup sont des infrastructures qui permettent de mener des recherches qui n'auraient pas été possibles par un pays seul, tant par le coût que par les compétences à rassembler. C'est le cas du Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, dont les partenariats vont bien au-delà de l'Europe. On doit la création du World Wide Web, pierre de base d'Internet, à la nécessité pour les équipes du CERN de développer une infrastructure de communication complètement internationale. Ce sont les Nations Unies qui ont créé le GIEC, Groupement international pour l'étude du climat, dont le rôle pour faire reconnaître de façon scientifiquement solide la réalité du changement climatique a été décisif. Ces rapports, menés par des équipes complètement internationales avec une extrême rigueur dans sa méthodologie, sont maintenant attendus avec impatience, aussi parce qu'ils permettent d'entrevoir des scénarios possibles pour notre futur en matière climatique en fonction de l'impact attendu de mesures prises. Depuis une douzaine d'années, les présidents et présidentes d'un grand nombre d'agences de recherche se retrouvent tous les ans dans le cadre du Global Research Council, le GRC, dans un effort pour coordonner leurs actions et pour faire le point sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun. La science ouverte, l'égalité des genres, la recherche par mission, les contributions aux objectifs du développement durable, l'intégrité et l'éthique, etc.
L'International Science Council, l'ISC, qu'a évoqué Stéphane, est de création plus récente. Il est né de la fusion d'une structure qui regroupait les unions scientifiques internationales des sciences de la nature, et aussi des mathématiques, et d'une autre structure centrée sur les sciences humaines et sociales. Il produit avec régularité des rapports de grande qualité. Il s'est lancé dans un effort significatif pour entrer en relation avec le public plus large et ainsi nourrir le débat public. C'est dans ce cadre que j'ai été sollicité. Parmi les efforts faits au niveau des Nations Unies, je voudrais annoncer que cette année, il est probable, je dirais presque sûr, que pour la première fois, en préambule à l'Assemblée générale annuelle, une conférence centrée sur la science internationale aura lieu à New York. Ce ne fut pas facile. Dans la lignée des idées que j'ai développées dans cet exposé, notamment l'importance de la recherche fondamentale, une nouvelle initiative va être lancée dans quelques jours. Il s'agit de l'année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable, dont la cérémonie d'ouverture aura lieu au siège de l'UNESCO, place Fontenoy à Paris, le 8 juillet. Son maître d'œuvre est Michel Spiro, un ancien président du CERN. Je vous encourage tous à participer aux événements qui vont avoir lieu de par le monde dans le cadre de cette année internationale, et déjà au lancement dans 10 jours. On peut encore s'inscrire. Beaucoup de ces manifestations seront d'une certaine façon des prolongements de l'événement que vous avez organisé pour célébrer les 25 ans du Studium autour des thèmes « Comprendre, préserver et améliorer le monde autour de nous ». Tout ceci sont des preuves supplémentaires de la dimension internationale de la recherche qui faisait l'objet de mon propos. Mais il est essentiel de garder l'esprit d'aventure. Je vous remercie pour votre attention.